Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer la conférence. C'est une conférence qui est organisée par le CODEV, le Conseil de développement de Toulouse Métropole. C'est une assemblée de démocratie participative qui est composée d'à peu près 200 citoyennes et citoyens bénévoles qui travaillent ensemble sur des politiques locales. Et on organise aussi des conférences, des tables rondes, des cafés-débats. Et on organise depuis 1 an un cycle de conférences sur les transitions écologiques et sociales. Et ce soir, c'est la 7e conférence sur le sujet qui traite de la biodiversité. On organise aussi au mois de juin une conférence sur les risques de crues inondations et une table ronde sur les réseaux de chaleur aussi. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou remplir le petit papier qui est à l'entrée pour avoir les informations sur ces prochaines conférences-là. Je vais laisser donc la parole à Alexandre Ribéron pour démarrer la conférence. Merci beaucoup. Alors, je vais tester. Est-ce que vous m'entendez quand je parle sans micro ? Oui, c'est promis. Donc, je vais rapidement me présenter, mais avant ça, je veux remercier le CODEV pour cette invitation, pour me permettre un petit peu de partager des choses sur lesquelles je travaille dans ma vie d'universitaire. Donc, moi, j'ai une formation assez classique en écologie, c'est-à-dire que j'ai un doctorat en biologie des populations et des écosystèmes. Donc, on est vraiment au cœur, justement, de la biodiversité. J'ai choisi comme titre biodiversité de points quels enjeux. L'idée, si vous voulez, c'est de définir ce qu'est la biodiversité, discuter aussi justement de ce qu'on entend souvent dans les médias concernant cette crise de la biodiversité. Discuter aussi de l'intérêt, alors j'aime pas trop, on en discutera à la fin, de l'intérêt de la biodiversité. On est dans un réseau d'interaction et on fait partie de ce réseau d'interaction, et à partir du moment où on joue sur ce réseau d'interaction, eh bien ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Voilà. Et puis on discutera aussi de certains exemples d'initiatives, j'allais dire, locales pour préserver, valoriser la biodiversité. Donc en gros, on a prévu un topo d'environ 1 heure. Alors je vous avoue que je ne me suis pas chronométré, donc j'espère qu'au bout de 3 heures, arrêtez-moi au bout d'1 heure, donc ça devrait durer à peu près 1 heure. Et puis ensuite, bien entendu, je serai là pour répondre à vos questions. Et les échanges sont aussi importants que ce que je vais vous raconter dans un premier temps. Alors, c'est vrai que j'ai choisi de me placer dans un cadre un peu particulier dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. C'est le cadre One Health, qu'on appelle Une seule santé. Donc c'est un cadre qui est dicté depuis, on va dire, les années 2000 par les instances internationales, qui pour moi a un certain avantage, c'est de présenter une démarche à la fois intégrée et unificatrice, qui met en avant le lien, ou plus exactement les liens, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement. Alors, c'est intéressant parce que justement, cette approche met vraiment en avant l'importance de ces liens, de ces interactions, de ces interconnexions entre les différents compartiments, les différents agents, aussi bien animaux, végétaux, paysagers, etc., et humains. Et puis, également, elle propose, cette stratégie, des démarches à différentes échelles. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer au niveau local, national, international, jusqu'à la biosphère tout entière. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce cadre qui, bien entendu, a certaines limites, mais je pense que l'objectif de ce jour, ce n'est pas de discuter de ces limites. Alors, biodiversité, c'est un terme, somme toute, dans le vocabulaire scientifique, qu'on va considérer comme plutôt récent. Il y a 50 ans, on ne parlait pas de biodiversité. Si vous regardez sur un moteur de recherche, vous verrez qu'on parlait de diversité biologique, mais pas de biodiversité.
Ce terme de biodiversité, en fin de compte, lorsque l'on regarde, il est relativement récent. Alors, il est relativement récent. Vous allez me dire, il est du siècle passé quand même. Mais enfin, il est de la fin du siècle passé, c'est-à-dire que 1986, 1988, c'est là où il va y avoir ce terme qui va commencer à être proposé dans les milieux scientifiques, qui est juste d'ailleurs la contraction de Biological Diversity. Hein. C'est rien de plus. Et surtout, ce qui va assurer, je vais dire, sa popularité future, c'est qu'au sommet de la Terre, en 92, on va proposer une définition. C'est-à-dire qu'en gros, et ça c'est intéressant, il va passer d'un champ purement scientifique à un champ qu'on va qualifier de sociétal. Voilà. Donc je vais vous donner cette petite définition. Voilà la définition telle qu'elle est proposée, je vous la lis. Variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques, j'ai oublié un S, dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre les espèces, ainsi que celle au sein des écosystèmes. Alors, c'est une définition classique. Cette définition classique, on a 3 niveaux. Donc, c'est ceux que je vous ai mis en dessous. Donc, on a ce qu'on appelle la diversité génétique. Là, on est au sein des espèces. On a la diversité spécifique. Donc, ça, ce sont les espèces. En général, quand vous parlez, si on allait dans la rue, là, tout de suite, en demandant aux personnes qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce qu'ils vous diraient? C'est le nombre d'espèces. Voilà, ils ne penseraient pas forcément au niveau intraspécifique, mais aussi il y a un autre niveau, c'est le niveau donc qui est lui des écosystèmes, qu'on appelle la diversité écosystémique ou écologique. Alors, je vais faire un petit bémol sur cette définition. Cette définition, elle n'intègre pas quelque chose qui est extrêmement important. Et qu'est-ce qui est extrêmement important? C'est l'évolution. Le vivant est en perpétuelle évolution. Là, on a une définition qui est très intéressante, mais qui pêche un petit peu parce qu'elle ne tient pas compte du mécanisme qui permet justement au vivant d'exister, qui s'appelle l'évolution. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre ces différents éléments, ces différents compartiments de la biodiversité. Donc, ce que vous avez ici, vous voyez, on a diversité génétique, diversité spécifique, diversité écologique, et puis on a, vous voyez, une liste chaque fois de termes qui explicitent ces différentes diversités. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous allez retrouver le terme de population aux 3 niveaux de cette notion de biodiversité. En effet, ce qui va évoluer, puisque je vous ai dit que ce qui manquait précédemment, c'était ce cadre évolutif, eh bien, l'unité d'évolution, justement, c'est au niveau populationnel. Donc, c'est ce que j'ai voulu souligner à travers cet exemple. Maintenant, 2 citations. Donc, une d'un collègue, Michel Leroux, qui travaille à Moulis. Si on regarde cette définition, il y a quelque chose, si on la lit, alors je ne vais pas la lire, enfin si vous voulez je peux la lire, hein, la Terre abrite une extraordinaire diversité biologique qui inclut non seulement les espèces qui habitent notre planète, la diversité de leurs gènes, la multitude des interactions écologiques entre elles, leur environnement, etc. Donc on a bien nos 3 diversités. Hein. Et il y a une phrase, c'est la dernière qui est très intéressante, vous allez me dire, il y a 2 phrases. Donc, cette biodiversité qui est le produit de plus de 3 milliards d'années d'évolution constitue un patrimoine et une ressource vitale dont l'humanité dépend de multiples façons. En effet, à travers ce qu'on verra tout à l'heure, tout ce qui concerne les services écosystémiques. Mais je crois que cette notion d'évolution, alors, je vais le dire plusieurs fois,
c'est quelque chose qui souvent manque dans les définitions classiques de biodiversité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toujours facile, à l'échelle humaine, de percevoir cette évolution. Voilà. Une deuxième de Montpellier, Virginie Maris, en migrant de la sphère scientifique vers la sphère publique, le terme de biodiversité est devenu une notion vague qui semble référer, selon les contextes, à des choses bien différentes. Nature, environnement, vie sur Terre, ensemble des espèces, équilibre écologique. C'est vrai que quand on parle de biodiversité, peut-être ce que j'aurais dû faire avant de commencer cette conférence, c'est de vous distribuer un petit papier, puis vous mettre pour vous, en 3 mots, qu'est-ce que la biodiversité ? Et ça aurait été extrêmement intéressant de voir la multitude de réponses. Alors, bien entendu, avec toujours un certain nombre de recouvrements, on est bien d'accord, mais néanmoins, chacun a un petit peu sa vision de la biodiversité. Donc, si on veut s'arrêter juste et faire une petite synthèse rapide, la biodiversité, c'est 3 niveaux, et dans la biodiversité, il y a cette composante évolutive qui est fondamentale. Alors, ça va nous obliger de porter un regard, j'allais dire, un petit peu nouveau sur le vivant. Le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Or, vous le savez, on a tendance, depuis un certain nombre de siècles, à avoir une vision souvent, en raison des sciences, extrêmement réductionniste des choses. On a beaucoup de mal à avoir une vision plutôt holistique de l'ensemble des interactions. Donc les médecins vont s'occuper de la santé humaine, les vétérinaires vont s'occuper, on va dire, de la santé animale, les écologues vont s'occuper de la santé des écosystèmes, et bien, il faut être honnête, ils communiquent très rarement entre eux. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, mais oui, c'est une réalité. Alors, de temps en temps, il y a une injonction à faire du pluridisciplinaire. Après, il y a une véritable difficulté, si vous voulez, à monter parfois des projets pluridisciplinaires parce que, surtout en France, bon, c'est pas grave, ce sera sur YouTube, mais on aime bien catégoriser les choses et on aime bien quand vous êtes dans une case et pas dans une autre. Alors, si vous êtes à cheval sur 2 cases, il n'y a pas une case à cheval sur 2 cases. Vous êtes soit dans la case A, soit dans la case B. Donc, c'est assez difficile et je ne résiste pas à vous citer cette pensée de Pascal, je ne connais pas le tout si je ne connais pas les parties, et je ne connais pas les parties si je ne connais pas le tout. Je crois qu'aujourd'hui, quand on veut aborder un problème, et un problème qui concerne la biodiversité, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en arrière-fond. Voilà la démarche fondamentale qui rejoint d'ailleurs la démarche One Health. Ici, sur cette diapositive, je vous ai mis en gros des sigles. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est horrible. Bon, la Convention pour la diversité biologique et l'IPBES, cette fameuse plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes et les services écosystémiques. Classiquement, on appelle ça, c'est le GIEC de la biodiversité. Voilà. Donc, Convention sur la diversité biologique et IPBES, ce sont des instances internationales. Je vous ai mis ici 2 instances nationales, la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et puis l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. Le premier étant plutôt orienté vers la recherche, le deuxième ayant une composante plus réglementaire. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été proposé, lors du protocole de Nagoya, un certain nombre d'objectifs, donc ces fameux objectifs d'Aichi, sur la biodiversité,
qui sont au nombre de 20, qui sont extrêmement intéressants. Alors, je ne vais pas vous les détailler, vous pouvez les trouver, hein, il suffit de mettre objectif Daishi sur Internet, vous allez les retrouver tels quels. Mais en gros, ces 20 éléments, on va les retrouver dans ce qu'on va dire tout à l'heure. Voilà, d'une manière peut-être plus synthétique que celle que vous avez représentée ici. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'explorer un petit peu plus ces différents niveaux de biodiversité. Oui, j'ai utilisé des Legos. Alors vous allez me dire, c'est pas très biologique, les Legos. Quand on parle de diversité génétique, je vous ai dit, on a une approche qui est fondamentalement populationnelle, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la population qui va évoluer. Et la population, elle va être perçue par le scientifique comme un pool génique, un ensemble de gènes. Donc ici, je me suis amusé il y a quelque temps à tirer tout simplement des Legos dans un sac, hein, et à me constituer au hasard de populations différentes. Donc chaque brique représente des allèles. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est d'estimer, si vous voulez, la diversité qui est contenue dans nos populations. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir une population qui, comme ça, paraît en bonne santé. Les individus, vous avez des effectifs importants, etc. Donc, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites, cette population d'animaux animal ou végétal, peu importe, vous vous dites, tout va bien. Puis vous regardez au niveau génétique, et tous les animaux ont quasiment le même patrimoine génétique. Or, on sait que la variabilité, c'est ce qui permet à l'évolution d'agir. Donc, si on a des organismes, des populations dans lesquelles les organismes sont tous identiques, s'il y a un petit changement de l'environnement, quel est le risque attendu ? Eh bien, c'est qu'aucun des individus ne possède les allèles favorables à ce nouvel environnement. Et donc, votre population, elle disparaît. Donc, il est extrêmement important, lorsqu'on étudie des organismes, de regarder ce qu'il en est au niveau de la diversité génétique. Vous avez parmi les indices qui sont extrêmement intéressants, ce qu'on appelle la taille efficace. Alors, cette taille efficace, qu'est-ce que c'est ? Vous avez la taille démographique. Vous comptez vos individus. Et vous dites, c'est formidable, j'ai 300 individus, imaginons qu'on ait une sexe ratio équilibrée, 150 femelles, 150 mâles, 300 individus pour une population, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous regardez au niveau génétique et vous apercevez qu'au niveau génétique, on a une diversité qui est très faible. Alors vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai d'un côté beaucoup d'individus, j'ai une diversité génétique qui est faible. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement peut-être que dans votre population, les organismes qui participent à la génération suivante, au lieu que ce soit 100% de nos 300 individus, il y en a juste 5 qui se reproduisent. Donc on comprend bien que la diversité de 5 individus, ce n'est pas la même que la diversité de 300 individus. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait classiquement, lorsqu'on étudie des populations, c'est de regarder la taille efficace. Comment génétiquement fonctionne notre population ? Parce que l'effectif démographique en lui-même des adultes n'est pas suffisant pour caractériser le maintien à long terme ou non d'une population. Alors vous avez peut-être entendu parler, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais je le dis ici, de ce qu'on appelle le vortex d'extinction.
Alors, ce vortex d'extinction, il est différent selon les groupes taxonomiques, on est bien d'accord, mais en gros, pour les vertébrés, on va dire, quand je dis vertébrés, je m'adresse plutôt oiseaux, mammifères, on considère que quand on est en dessous de 50 individus, on rentre dans ce qu'on appelle un vortex d'extinction. C'est-à-dire que la probabilité, en fin de compte, pour dire simplement les choses, de la population augmente fortement. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce 50 individus, ce n'est pas uniquement du 50 individus comptables. D'où l'intérêt de quantifier, avec les données génétiques, cette fameuse taille efficace. Il y en a peut-être qui sont familiers avec l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, beaucoup d'animaux d'élevage, vous avez un reproducteur qui va se reproduire avec 150 ou 200 femelles. Donc, si vous comptez, j'allais dire, votre cheptel, vous dites, ben, j'ai un mâle, 200 femelles, ben, j'ai 201 individus. Bien, en réalité, une telle population, elle fonctionne comme si on avait simplement 4 individus qui se reproduisaient. Vous voyez, quand même, le ratio est particulièrement différent entre ces deux chiffres. Donc voilà, donc c'est vraiment important, hein, essayer d'estimer cette diversité génétique. Alors après, on va être d'accord, et ça c'est important, le niveau de diversité génétique n'est pas forcément le même selon les groupes taxonomiques. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé chez les amphibiens. Les amphibiens, ce n'est pas des animaux qui ont un métabolisme élevé, donc ils n'ont pas un taux de mutation élevé. Donc, ils ont toujours des niveaux de diversité génétique qui sont plus bas, par exemple, que des mammifères. Mais c'est normal. Après, vous avez des amphibiens qui ont des taux de diversité génétique qui sont quasiment nuls. Ça, c'est pas normal par rapport aux autres amphibiens. Le deuxième aspect, celui qui est le plus connu, c'est cette fameuse diversité spécifique, le nombre d'espèces, etc. Donc ici, je vous ai mis deux petites informations. Alors, ça vaut vraiment ce que ça vaut, hein. La première, je vous ai parlé, alors c'est ce que vous avez en dessous ici, donc bactéries, archées, champignons, virus, protozoaires. C'est ce qu'on fait de plus petit dans le monde vivant. C'est quand même 16% de la biomasse terrestre et 95% de la biodiversité. Et oui, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, qu'on a du mal parce qu'il y a aussi peu de gens qui travaillent dessus, donc on va connaître bien les pathogènes, par exemple. Alors ça, c'est relativement bien connu. Puis il y a plein d'autres micro-organismes, microbes, hein, qu'on ne va pas connaître du tout. Et pourtant, c'est ce qu'on estime, que c'est là que réside 95% de la biodiversité. Puis je vous ai mis ce petit schéma avec les espèces décrites, les espèces non décrites. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce schéma? C'est assez tragique. Parce qu'il y a un groupe qu'on connaît bien, c'est le groupe globalement des vertébrés. Voilà, mammifères, oiseaux, poissons, enfin, entre guillemets, nos amis les amphibiens, les reptiles entre guillemets, etc. C'est relativement bien connu, on découvre très peu de nouvelles espèces chaque année. Beaucoup de travaux sont faits sur les vertébrés. On a une idée des insectes aussi parce qu'ils sont extrêmement abondants, donc on a l'impression qu'ils sont nombreux. On connaît à peu près 1 million d'espèces d'insectes, on en estime 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 millions, on sait pas trop. Et puis vous avez des groupes comme par exemple les nématodes, hein, ce sont des petits vers, qui ont un rôle écologique extrêmement important. Alors il y en a certains, ce sont des parasites, des ravageurs des cultures ou des parasites des vertébrés, en particulier humains ou d'animaux d'élevage, donc ils sont relativement bien connus. Mais vous avez énormément de petits nématodes qui participent à la dégradation de la matière organique dans les sols.
La plupart, on ne les connaît pas. Voilà. Donc ça reste des groupes qui sont très peu connus. Bon, les champignons, vous avez vu, on connaît à peu près rien. Déjà, les champignons, il y a des gens qui sont passionnés de champignons ici. Déjà, on ne sait pas ce qu'est un individu chez un champignon. Donc, vous imaginez déterminer les espèces chez les champignons. Donc, ce qui est intéressant, et le message que je veux faire passer, on ne connaît pas grand-chose sur la diversité spécifique. Et oui. Et pourtant, on est au XXIe siècle. Il y a plus d'espèces inconnues, actuelles, je ne parle pas des espèces fossiles ici, hein. Je parle vraiment des espèces actuelles, il y en a plus qui ne sont pas connues que d'espèces connues. Sauf peut-être, on est bien d'accord, dans le groupe des vertébrés. Pourquoi? Parce que c'est les plus grosses bêtes, c'est peut-être les plus faciles à appréhender, et puis peut-être que c'est tout simplement un groupe où il y a moins d'organismes. Néanmoins, chaque fois lorsque vous avez des expéditions dans les fonds marins ou autres, on découvre des poissons totalement inattendus. Hein. Voilà. J'ai eu la chance pendant ma thèse de travailler sur une salamandre. Tout le monde voit ce que c'est qu'une petite salamandre. Donc c'est une salamandre noire qui vit dans le massif du Queyras et qui a été découverte en 1988. Avant, elle n'avait pas été identifiée. On est quand même en Europe occidentale, on est en France et en Italie, alors sur une zone relativement restreinte, on est bien d'accord, mais elle n'avait jamais été décrite avant 1988. C'est quand même un animal qui fait 13 cm, c'est un vertébré, on n'est pas au fin fond de la jungle. Voilà. Donc c'est pour vous dire que même si on nous dit on connaît les vertébrés, en gros, alors pour vous donner une petite idée, en espèces de vertébrés, en moyenne, alors les moyennes ça ne veut rien dire, on est bien d'accord, hein, mais on découvre 40 espèces de vertébrés par an. Voilà. La répartition de la biodiversité, alors je vous ai dit que j'aimais bien les amphibiens. Oui, j'aime bien les amphibiens, donc après il y aura plein d'exemples sur les amphibiens. Donc ici vous avez, alors les amphibiens comme plein d'autres organismes répondent à peu près à la même structuration de la diversité spécifique. On a globalement plus d'espèces à proximité de l'équateur et plus on monte vers les pôles, plus la diversité diminue. C'est la même chose, donc ce qui est en altitude, voilà. Plus vous montez en haut de la montagne, moins il y a d'espèces, voilà, par rapport à la plaine. Donc on a, voilà. On a des zones géographiques de forte diversité. Donc là aussi, les gens, quand je parle de diversité, on est vraiment sur la diversité spécifique en termes de nombre d'espèces, etc., qui sont bien connues, bien répertoriées, qui sont souvent, d'ailleurs, pour certains, associées à des réserves, à des zones protégées. Alors c'est un peu le problème du hotspot de biodiversité. Vous connaissez à Toulouse le hotspot de biodiversité? Perdu. Le jardin des plantes de Toulouse, ou Bordeaux Rouge. Alors, ce n'est pas de la biodiversité hyper naturelle. C'est toujours un peu le problème. Alors ici, c'est de la biodiversité naturelle. Mais en ville, très souvent, le hotspot de biodiversité dans une ville, c'est... regardez, vous allez vous amuser à compter les espèces végétales entre ce qu'il y a au muséum, au jardin Henri Gossens et puis au jardin des plantes, vous allez voir, vous allez avoir une explosion du nombre d'espèces. Vous allez sur les bords de la Garonne, qui sont extrêmement riches, vous aurez un tiers, voire un quart des espèces par rapport au référentiel. Donc voilà. Bon, c'est une petite anecdote, mais j'aime bien parfois la souligner parce que voilà, je trouve ça assez amusant. Donc c'est vrai qu'il y a des zones qui sont extrêmement riches en biodiversité. Vous voyez que la région méditerranéenne, à la fois le milieu marin et le milieu terrestre, sont très riches en biodiversité. Voilà. La diversité écosystémique ou écologique,
Bon, alors là, je vous ai mis, alors comment l'appréhender? Alors c'est toujours difficile parce que, donc je vous ai mis ici différents milieux. Je vous ai mis aussi à travers des réseaux trophiques. Hein. Donc on voit qu'on a un réseau trophique ici particulièrement complexe, hein, qui est loin d'être simple. Souvent, quand on présente traditionnellement des réseaux trophiques, il y a l'herbivore, le premier carnivore, et puis le super carnivore, et puis les décomposeurs et terminés. Non, là on a quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais ce que vous avez ici sur cette petite forêt, enfin c'est sur la forêt boréale, si on s'amusait à faire notre réseau trophique sur les bords de la Garonne, on aurait quelque chose d'aussi complexe. Alors certes avec des espèces moins spectaculaires. Il n'y aurait pas d'ours. Normalement, il n'y a pas trop d'ours sur les bords de la Garonne. Mais, si vous voulez, il n'y a pas d'écosystème. Alors, je peux être méchant ou pas? Oui. C'est vous qui avez le procès ou c'est moi si je suis méchant? Non, mais parfois, on parle dans les documents de biodiversité remarquable versus biodiversité ordinaire. Je trouve ça objectivement insupportable. Il y a de la biodiversité ou il n'y en a pas. Mais pour moi, il n'y a pas de biodiversité remarquable. Sinon, vous pouvez parler de la biodiversité remarquable, vous avez la plaisance du Touche, il y a un zoo. Donc c'est sûr que vous allez avoir des bêtes un peu bizarres. Par rapport à votre petit jardin, où vous avez une biodiversité ordinaire, personne n'a de girafe ou de lion dans son jardin. Voilà. Et néanmoins, cette biodiversité ordinaire, elle est tout aussi riche. Pas parce qu'elle est partagée par le jardin de votre voisin qu'elle est moins riche que la biodiversité qu'on prend du zoo, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour vous illustrer un super écosystème, alors qui connaît un certain nombre de difficultés, vous n'avez rien de mieux que la bouse de vache. Si vous voulez montrer à des élèves, à des enfants comment fonctionne un écosystème, montrez aussi qu'un écosystème, ce n'est pas quelque chose de figé, totalement statique, qui ne bouge pas. Mais c'est quelque chose qui va changer parce qu'il y a une dynamique au cours du temps. Il y a une apparition d'un écosystème, et puis après on va aller jusqu'à un climax, et puis après on va descendre. Une mare, il y a des gens qui me disent c'est horrible, la mare elle va se boucher. Alors c'est sûr que si vous venez avec un camion de gravats et que vous bouchez la mare, c'est pas très naturel. Mais le devenir d'une mare, globalement, c'est l'atterrissement. Parce qu'il y a des sédiments, parce qu'il y a de la matière organique qui va tomber, parce que ceci, au fil du temps, elle va se combler. Donc vous prenez la bouse de vache, il y a un certain nombre d'organismes, je vous ai listé ici les grands groupes qui vont la coloniser, et puis, eh bien, avoir plus rien du tout. Voilà, disparaître. Mais néanmoins, cet écosystème qui est transitoire, bouse de vache, est extrêmement complexe. Et ça permet d'illustrer justement, on parlait de réseau trophique, d'interaction entre les organismes, très bien cet aspect-là. Question, faut-il remettre des vaches à Toulouse sur les bords de la Garonne pour voir ça? Alors après, on a aujourd'hui, pourquoi je vous disais c'est un écosystème qui est en danger? Parce qu'on met tellement de produits pour éviter tel ceci, tel cela, que bien après, bien entendu, ça a un impact sur les organismes qui vont manger ces bousses de vache. Et si vous vous amusez, enfin, tout le monde ne s'amuse pas à regarder le temps de décomposition, enfin de dégradation, pardon, d'une bouse de vache, mais souvent, aujourd'hui, on a des bousses de vache qui, la dégradation, elle est purement mécanique. À force de pluie, de ceci, de cela, ça va se désagréger, mais la part biologique, si vous voulez, est quasi inexistante. Biodiversité au cours du temps, donc ça va nous amener ici à aborder ces problèmes d'extinction, de crise de la biodiversité. Bon, il est clair qu'on a commencé, il n'y avait pas de biodiversité. Aujourd'hui, au fil du temps, c'est des courbes de biodiversité cumulées. Il y a de plus en plus de biodiversité. Globalement, on estime que la biodiversité terrestre est plus importante que la biodiversité marine. Donc marine, c'est marine. Hein. Terrestre, ça peut être de l'eau douce aussi. Hein. Tout simplement parce que le milieu terrestre est beaucoup plus hétérogène
que le milieu marin. Voilà. Le milieu marin, tout le monde voit bien 2-3 écosystèmes très particuliers, mais globalement, le milieu marin, c'est surtout du désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Même s'il y a des choses extraordinaires. Oups. Oula, ça va trop vite. Donc, comme vous le savez, notre biodiversité, au cours du temps, a connu 5 grandes extinctions. Extinction massive, c'est-à-dire c'est la disparition rapide. Alors rapide, mettons-nous d'accord. Hein. Parfois, ça a duré plusieurs millions d'années. Hein. Donc en termes de rapidité, voilà, de plus de 60% des taxons existants à une époque. Et se pose la question, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors c'est intéressant. Est-ce que cette 6e extinction, elle a commencé? Est-ce qu'on est déjà dedans? Est-ce qu'on est juste au bord de cette 6e extinction? Alors, on a un certain nombre, aujourd'hui, on va dire, de marqueurs pour estimer l'état de nos populations et l'état de nos espèces. Donc vous avez une classification qui est faite par l'Union internationale de protection de la nature, l'IUCN, qui va classer les taxons, donc les taxons ici c'est les espèces, en fonction d'un statut particulier qui va de éteint à non concerné, faiblement en danger, etc., en danger d'extinction, en danger critique d'extinction, etc. Voilà. Donc malheureusement, il y a en gros 2 groupes taxonomiques sur lesquels il y a un certain focus qui est fait. Vous avez compris, les vertébrés, parce que c'est gros. Et puis le deuxième, depuis un certain temps, ce sont les insectes. Je ne suis pas spécialiste des insectes, donc je vous parlerai davantage des vertébrés. Mais globalement, si vous voulez, ces 2 groupes, on commence à avoir des données sérieuses, nombreuses. Voilà. Et ça, c'est quand même important. Ce n'est pas simplement j'ai l'impression que ça diminue, ou il me semble que. Là, on est sur du sérieux. Donc, lorsque vous regardez ici ce graphique, vous apercevez que, quand même, globalement, il y a plus d'espèces en danger parmi nos taxons classiques, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, que d'espèces qui ne sont pas concernées par un risque d'extinction. Les amphibiens étant le groupe taxonomique de vertébrés le plus en danger. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc là, on a une vision, j'allais dire, qui est assez globale. Ce qui est intéressant, il y a pas mal d'études qui ont été menées sur toujours nos vertébrés. Et ici, cette étude est assez intéressante, puisqu'on regarde en gros les phénomènes d'extinction liés à la taille des individus. Et en gros, ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus la bête est grosse, plus votre mammifère est gros, plus il a de chances de disparaître. On a très bien vu ça dans 2 îles qui ont été relativement protégées des activités humaines pendant longtemps, qui sont la Nouvelle-Zélande et Madagascar. À partir du moment où l'homme s'est implanté de manière durable dans ces régions, je parle à Madagascar en particulier, la faune, la mégafaune, entre guillemets, a totalement disparu. Alors après, souvent, l'homme va participer, si vous voulez, ou va amplifier un déclin déjà qui peut être préexistant. Tout n'est pas non plus 100% dû à l'activité humaine. Voilà. Donc on voit quand même que les tout petits animaux, globalement, sont mieux lotis que les gros animaux et même les moyens. Chez les insectes, vous avez, je suppose, alors pas forcément, vous n'êtes pas amusé, vous n'avez pas acheté cette petite plaquette que vous mettez sur votre plaque minéralogique, là, qui vous permet, vous nettoyer bien, et puis vous roulez, et puis au bout de tant de kilomètres, vous comptez le nombre d'insectes, d'impacts d'insectes qu'il y a.
Inutile de vous dire que, bon, aujourd'hui, quand vous faites 200 km, il n'y a pas besoin de laver son pare-brise. Hein. Il y a très peu d'impact. Alors j'étais extrêmement surpris, alors pour la petite histoire, je suis monté déposer mon fils qui est militaire à Angers, et jamais je m'étais pris autant d'insectes que sur cette autoroute après Bordeaux, là, de Bordeaux à Angers. J'ai l'impression que tous les insectes jetaient sur ma voiture. Mais pour moi, ça a été quelque chose de surprenant. Je me suis dit, mais il y a beaucoup d'insectes. Beaucoup d'insectes sur mon pare-brise. Hein. Donc je ne sais pas, est-ce que peut-être j'étais à une période particulière, ça m'a surpris. Alors bon, mais ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune. Ce qui est intéressant chez nos amis les insectes, c'est qu'ils ont regardé les populations, nos populations, comment elles se situent. Parce que la disparition d'une espèce, c'est bien gentil. Mais si vous voulez, une espèce, elle ne va pas disparaître par un claquement de doigts. C'est parce que les populations qui composent cette espèce vont disparaître que l'espèce va disparaître. Donc, l'échelle qui est pertinente à regarder, sauf cas où vous avez une population égale une espèce, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'il en est au niveau des populations. Et ce qu'on note chez les insectes, c'est que la plupart des populations, mais c'est pareil d'ailleurs chez les oiseaux, sont en très fort déclin. Il y a toujours des animaux, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Voilà. Et ça, c'est problématique. Parce que vous avez ici des données qui sont sur 40 ans. 40 ans, c'est pas à l'échelle des temps géologiques. Tout à l'heure, quand on a fait la citation du collègue Michel Leroux, on parlait de 3 milliards d'années. Là, on est en 40 ans. Donc, j'allais dire, il faut être positif quand même. Hein. Donc, on est en déclin. On a un pied, si on veut, on est en train de mettre le pied, là, au-dessus du précipice. On n'a pas encore mis les 2 pieds. Donc, tout n'est pas perdu, mais il ne faut pas attendre 107 ans. Hein, parce que dans 107 ans, au rythme où vous perdez en 40 ans jusqu'à 50%, si vous voulez, dans 107 ans, il ne reste plus grand monde. Hein. Donc, pourquoi je vais vous parler des amphibiens pour illustrer ces phénomènes de déclin des populations? Tout simplement parce que c'est un groupe qui est très intéressant. Alors, je commande juste les 2 photos. Oui, il y a plusieurs années, il y a un étudiant du côté de Rennes qui, dans une population, me dit « J'ai trouvé des salamandres malabars ». Je lui dis « Oui, très bien. Qu'est-ce donc, une nouvelle espèce ?» Non, c'est simplement des salamandres tachetées qui sont albinos. Donc, ça donne le jaune est toujours bien marqué. Par contre, c'est vraiment rose, quoi. Et puis ici, vous avez une représentation qui est une représentation artistique. Hein. C'est une plasticienne belge qui a représenté l'hécatombe sur les routes d'amphibiens. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des amphibiens, elle a fait des scans de ces amphibiens, et puis après elle a fait des modèles plastiques. Et elle a proposé ça dans une exposition, donc j'ai trouvé intéressant de vous la présenter. Donc les amphibiens, je ne reviens pas sur ce cycle de vie un peu particulier, mais qui est intéressant parce que c'est des animaux qui, comme leur nom l'indique, amphibiens, on va trouver sur 2 milieux. À la fois le milieu aquatique pour la reproduction, et puis, pour ce qui n'est pas reproduction, en général, le milieu terrestre. Donc ici, non, c'est l'un de mes enfants qui, a fort longtemps, m'a fait ce dessin-là. Voilà, en gros, un cycle de vie d'un amphibien. Alors, on va partir du haut. Le breeding site, c'est le site de reproduction. Donc, classiquement, c'est la mare, hein, voilà, l'étang, l'ornière, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des amphibiens ne sont pas aquatiques toute l'année. Ils y viennent uniquement pour la reproduction, et donc vous avez ce qu'on appelle des migrations pré-reproductives. En général, c'est là quand ils traversent les routes et vous passez en voiture, et après, la bête elle est toute plate, elle est nettement moins efficace pour se reproduire. C'est un certain temps dans l'eau, qui peut être extrêmement variable selon les espèces.
ça peut être quelques jours à quelques mois. Voilà. Par exemple, le triton palmé, qui est un petit triton, lui, il peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. dans l'eau, pas de problème. Par contre, un triton marbré, quand il reste dans l'eau 15 jours, voire 3 semaines, c'est déjà pas mal. Après, il retourne dans le milieu terrestre. Mais ce milieu terrestre, il est complexe, il est hétérogène. C'est pas simplement un ping-pong, je vais, je sais pas, de la place Wilson à la place du Capitole, et puis de la place du Capitole à la place Wilson. Pas du tout. Il va y avoir plein de sites. Alors les sites de foraging, c'est les sites où il va s'alimenter. Parfois, il va y avoir des sites d'hivernage qui sont différents, et parfois même, vous avez des sites d'estivation qui sont encore différents des sites d'hivernage. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les animaux, dans leur milieu, ils vont beaucoup bouger, et ils vont changer de milieu. Parfois jusqu'à 4 fois au cours d'une année. Donc s'il y a un problème dans l'un des compartiments, c'est-à-dire dans l'un des milieux, eh bien ça va affecter nos populations d'amphibiens. Donc ce sont d'excellents bio-indicateurs des perturbations du milieu. Les amphibiens ont un rôle important dans les écosystèmes, c'est ce que je vous ai mis ici, un rôle classique de régulation, hein, parce qu'ils vont être des prédateurs, hein, mais ils vont être aussi des proies pour d'autres organismes. Alors, il y a plusieurs histoires qui sont assez tragiques, c'est-à-dire que dans certains pays, à une époque, on récoltait les amphibiens pour exporter de la cuisse de grenouille. Voilà, en particulier en Turquie. Donc, ils ont fait des pêches, tout le monde est, enfin, en gros, personne n'y a réchappé. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Explosion des moustiques. Il n'y avait plus personne pour les manger. Donc, comme tout est en équilibre, chaque fois qu'on va modifier un petit élément, si vous voulez, alors parfois on entend dans des discours, oui, mais oui, la nature, c'est redondant, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est vrai, il y a de la redondance dans la nature. Mais il n'y a jamais une espèce A et une espèce B qui ont exactement la même niche écologique. Il y a toujours des petites différences. Alors c'est vrai que parfois on peut enlever une espèce, on se dit non mais ça va pas trop, elle va être remplacée. Et puis très rapidement, vous introduisez un petit déséquilibre, et puis le petit déséquilibre, c'est un peu l'effet boule de neige, si vous voulez. Puis au bout de quelques années, vous dites « Ah, mais c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne comprends pas. » Alors que ce déséquilibre, il a été introduit beaucoup plus tôt. Donc les amphibiens sont vraiment très intéressants, et ce qu'on appelle des espèces parapluies, parce que en gros, ils protègent quand on protège les amphibiens, on va protéger plein d'espèces dans l'écosystème. Voilà. Ici, vous voyez que la situation n'est pas excellente. Vous avez donc dans chaque carré le nombre d'espèces, et puis vous avez dans les ronds, que ce soit rouge ou orange, donc rouge c'est vraiment... la situation est vraiment mauvaise, orange elle est vraiment pas très bonne, et vous avez le nombre de taxons, et vous voyez que quand même, parfois, ça représente un quart, 30 voire 40% des espèces concernées. Donc on va quand même se focaliser plutôt sur les espèces en France. Alors vous allez me dire, il y a parfois, c'est horrible, il y a parfois, vous savez, les étudiants, c'est horrible parfois. Ils vous disent, ah mais tout va bien, il y a beaucoup de verre, monsieur. Oui, c'est pas faux. Et vous nous avez dit que ce qui n'était pas bon, c'est le rouge, l'orange, le jaune, etc. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant de regarder à côté, c'est la dernière colonne, c'est-à-dire les tendances. Parce que parfois, vous n'avez pas suffisamment d'études, si vous voulez, pour quantifier véritablement un déclin. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations. Ou alors on a une information sur une population bien particulière, et sur les autres, pas trop. Alors on se dit, bon, mais c'est bizarre, cette population, elle va bien, mais les autres, d'habitude, quand j'allais là, j'en voyais, j'en vois plus. Mais comment le quantifier, si vous voulez?
Donc, vous définissez des tendances, et lorsque vous regardez les tendances, elles, on est bien d'accord, vont toutes quasiment dans le même sens, vers une diminution, vers un déclin de nos populations d'amphibiens. Peut-être que, enfin c'est même sûrement, puisqu'au niveau du Muséum d'histoire naturelle et de la Société herpétologique, on a refait l'état, donc ça devrait être publié incessamment sous peu, on aura sûrement beaucoup plus de jaune et d'orange que ce qu'on avait lors du dernier état qui doit avoir 6 ou 7 ans. Hein. Voilà. Alors, voilà. Si vous retenez ce schéma, c'est tout bon. Vous allez me dire, ouh là 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 là, c'est horrible. Non. Qu'est-ce qui explique le déclin d'une population? Que ce soit amphibien, pas amphibien, etc. C'est 2 éléments. Soit vous augmentez la mortalité, soit vous diminuez le recrutement. Le recrutement, il peut se faire de 2 façons, soit par les naissances, soit par des flux venant d'autres populations. Classiquement, ce qu'on appelle la migration. Bon. Donc, ce qui est intéressant à regarder dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui peut expliquer eh bien, ce qu'on observe, c'est-à-dire soit cette augmentation de la mortalité, soit cette diminution du recrutement. Voilà. Alors, il y a un petit piège ici, chez les amphibiens en particulier, c'est qu'on a affaire à des espèces longévives, qui ont souvent 7, 8, 9, 10, 11 ans d'espérance de vie. Voire pour des crapauds communs ou crapauds épineux, et plutôt autour de 20 ans. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Parfois, vous avez des personnes qui viennent vous voir en vous disant « Je ne comprends pas, il s'est passé quelque chose. Avant, j'entendais des grenouilles ou des crapauds, je voyais des tétères, et puis d'un coup, ça a disparu. » Ah bon? Je leur dis, comment ça, d'un coup? Ah oui, d'un coup, ça a disparu. Et puis, quand vous commencez un petit peu à tirer les ficelles de tout ce qui s'est passé, vous apercevez que ça faisait déjà quelques années, quand même, il y avait moins de têtards. Moi, quand j'étais petit, je vais vous dire comment on mesurait la densité de têtards. On prenait la longueur de la berge, la largeur du nombre de têtards, et puis on faisait l'un fois l'autre. Et ça nous donnait la surface en têtards. Aujourd'hui, sur des sites, même si je suis d'accord, je ne suis pas originaire de la région, donc je n'ai pas 50 ans de recul sur les sites ici, mais sur certains sites, j'ai vu, en Ariège, pour pas nommer le département, le nombre de têtards diminuer d'année en année. Et puis un jour, il n'y a pas eu de recrutement pendant des années, ou un recrutement insuffisant, et votre population, les derniers adultes les plus vieux, ils meurent, ou ils sont mangés par un héron qui passe par là, et vous avez l'impression qu'on a eu une extinction extrêmement rapide. Or, cette extinction, ça fait 20 ans que votre population est dans un sale état. Donc là aussi, quand on regarde une population, c'est extrêmement intéressant de regarder est-ce qu'il y a de la reproduction, et de regarder sa structure. Si dans une population, vous n'avez que des vieux adultes, il se passe quelque chose qui n'est pas très bon. Voilà. Donc au-dessus, le niveau 2, c'est qu'est-ce qui va causer, en gros, soit l'augmentation de la mortalité, soit la diminution du recrutement. Donc bien entendu, vous avez des problèmes autour de la reproduction. Donc là, c'est ce que je parlais, en particulier chez le crapaud, hein, des problèmes de développement. Enfin, j'ai vu des sites où vous aviez des centaines de crapauds. Vous aviez les cordons. Un cordon, c'est 2000 œufs chez un crapaud. Et les cordons. Puis finissaient par pourrir. Voilà. Donc, il y a bien de la reproduction, au sens production de gamètes,
mais derrière, il n'y a pas le développement. Donc ces populations-là sont des populations qui sont quand même fortement en danger. Alors après, on peut essayer d'investiguer, de se poser la question pourquoi ces populations, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de reproduction, pourquoi on a une hausse de la mortalité. Ça peut être en effet de la prédation, ça peut être, enfin il y a plein de phénomènes. Et si on remonte au niveau 3, en fin de compte, vous apercevez que vous avez 5 grands phénomènes. Les espèces envahissantes, si je vais dans ce sens-là, la modification des habitats, les changements atmosphériques, c'est changements climatiques, les polluants, et puis les pathogènes. Donc rapidement, parce que je crois que le temps passe, non? Ah oui, le temps passe, ouais. Il faut que j'accélère. Vous allez voir, c'est dans un ordre. Alors, j'ai essayé, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur l'ordre que je vais vous proposer. Sauf que quand même le premier, ce qui conduit à un déclin des populations et des espèces, c'est quand même la modification, enfin les modifications plus exactement, des habitats. Si vous comblez une mare, si vous empêchez un passage d'animaux de la forêt où ils sont à la mare où ils vont se reproduire, parce que vous créez une autoroute et que chaque fois qu'il y a une petite salamandre ou un petit crapaud qui passe, il se fait écraser, globalement, voilà. Donc ces problèmes de destruction, réduction, fragmentation de l'habitat. Alors je sais que dans certaines communes, ne sont pas forcément partis d'ailleurs uniquement de Toulouse Métropole. Il y a parfois des routes au printemps où on vous dit faites attention aux salamandres, etc., voire qui sont fermées. C'est pas idiot. Pourquoi c'est pas idiot? Parce que chez les amphibiens en particulier, vous avez des phénomènes qui sont extrêmement grégaires. Quand les conditions sont bonnes, en 2 ou 3 jours, vous avez 95% de la population qui passe du site A au site B. Si vous avez un trafic routier, vous écrasez 95% de la population. Voilà. D'où quand même un certain problème. Les espèces exotiques envahissantes, alors ça c'est un vaste débat, est-ce que c'est le premier ou pas? Moi je ne pense pas que ce soit le premier. Donc ici vous avez l'exemple classique de la grenouille taureau. Qui ne vit pas naturellement dans nos milieux, qui a été introduite de manière, j'allais dire, non voulue, et ça mange tout. Donc, si vous voulez, c'est un compétiteur et un prédateur qui est extrêmement important pour les espèces indigènes. Alors, ici, je vous ai montré une petite étude que je trouve assez sympa. En gros, parfois, c'est difficile de contacter une espèce dans la nature. Vous vous dites, il faut être présent, l'entendre chanter, quand elle chante, bien entendu, la voir. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'ADN environnemental. C'est-à-dire qu'au lieu de contacter les animaux, les individus présents dans la population, dans votre mare, on va tout simplement filtrer un certain volume d'eau. Donc on le filtre. Au niveau du filtre, ça piège l'ADN. Ensuite, vous récupérez le filtre et en laboratoire, vous regardez, vous mettez des sondes et puis si l'ADN de l'espèce que vous recherchez, il est là, ça vous l'indique. Et là, on a une très belle étude que je trouve assez intéressante. Ici, là, de ce côté, donc vous avez très peu de points noirs. Ça, c'est donc des collègues qui travaillent sur cette fameuse grenouille taureau et ils sont allés échantillonner une 50aine de mares. Et vous voyez qu'en gros, il y en a, je crois, 6 ou 7 où ils ont rencontré l'espèce. Donc, vous pouvez vous dire, en termes de conservation, bon, c'est peut-être encore jouable de juguler l'expansion de cette espèce exotique envahissante. Et en même temps, ils ont pris de l'eau. Et vous avez ici les résultats avec l'ADN environnemental. Et vous apercevez que, ce coup-ci, c'est l'inverse. La très grande majorité des points sont noirs.
Ça veut dire que dans la très grande majorité des sites, votre espèce exotique envahissante est présente. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Ça en pose même beaucoup. Et c'est très coûteux d'éliminer une espèce envahissante. Vous avez les empoisonnements aussi qui peuvent être, alors pas toujours par prédation, pas toujours s'imaginer que le poisson va manger l'amphibien, mais le poisson peut rentrer en compétition pour les mêmes ressources que l'amphibien et peut se révéler un meilleur compétiteur. Voilà. Changement climatique, vous n'avez pas 36 solutions, alors ça c'est facile. Il y a 3 solutions possibles. Soit on migre, on change de milieu, faut-il avoir les capacités de dispersion pour, soit on s'adapte, soit on s'éteint. Je vais vous prendre un exemple pyrénéen ici. Notre ami, le calotriton. Le calotriton, donc vous avez son aire de répartition sur la carte derrière moi. On vous dit dans le texte en dessous qu'il est rhéophile, donc il vit plutôt en milieu torrentiel. Et on vous dit qu'il est sténotherme, c'est-à-dire que c'est un animal qui ne va pas tolérer des variations de température importantes. C'est-à-dire qu'il ne va pas tolérer de 0, enfin 0, 2 ou 3 degrés à 50 degrés dans l'eau. Bon. Qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique ? C'est-à-dire comment nos populations de calotritons, qui n'ont pas des capacités de dispersion très grandes, en tout cas on n'a pas mis en évidence des capacités de dispersion importantes, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter ? Indépendamment du fait qu'on risque d'avoir des ruisseaux ou des petits torrents dans lesquels il n'y aura plus d'eau, donc il n'y aura pas de problème de température d'eau. Est-ce qu'il va remonter en altitude? Sauf que quand vous remontez en altitude, arrivé à une certaine altitude, il n'y a plus rien. Voilà. Donc on a une étudiante en thèse là, qui a travaillé et qui a quand même montré que les animaux n'ont pas le même comportement à des températures plus élevées. Ils ont un métabolisme qui est beaucoup plus important, ils sont davantage stressés. Donc est-ce qu'ils vont arriver à s'adapter à ce stress physiologique ou pas? Ce n'est pas en 3 ans de thèse qu'on peut le montrer, mais en tout cas, ça modifie, ça altère leur comportement quand ils sont soumis à des températures. Ce ne sont pas des températures extraordinaires, mais qui sont 4 ou 5 degrés supérieures à ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Voilà. Bon, les radiations UV, alors j'aurais dû la supprimer, cette diapo. Ça a été bien à la mode à une époque, aujourd'hui c'est beaucoup discuté. Par contre, la pollution, c'est bien clair. Ici, je vous ai mis une petite étude sur la survie et puis la taille, enfin, des choses comme ça, le temps à métamorphose, le nombre d'animaux qui présentaient des malformations, etc. Et en milieu pollué, oui, la survie diminue, le nombre d'animaux qui présentent des malformations est beaucoup plus important. Voilà. C'est une réalité. Après, chez les amphibiens, il y a des stratégies d'évitement aussi pour certains polluants agricoles qui est extrêmement intéressant. On avait pu mettre en évidence que dans des régions, dans des zones, pas des régions parce qu'on n'est pas à une échelle très très grande, mais dans des zones fortement polluées, les animaux décalaient leur période de reproduction. Voilà. Et donc, ils arrivaient après de gros traitements phytosanitaires. Alors, est-ce que c'est des adaptations locales? C'est pas impossible. On n'en a pas là. Après, il y a le problème des maladies, donc vous avez peut-être entendu parler de la fameuse chytridiomycose, qui est un champignon qui altère énormément nos amis, les amphibiens, et qui peut conduire, même dans des zones qui sont non exposées aux activités humaines directes, à des mortalités extrêmement importantes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, les pathogènes, quels qu'ils soient, sont extrêmement importants dans le déclin des populations.
L'importance de la biodiversité, alors les services écosystémiques, alors c'est une partie que je déteste faire, je vous le dis, je suis cash avec vous, parce qu'il y a cette notion toujours qui est reliée à, si vous voulez, on est au centre. L'humain est au centre. Qu'est-ce que la biodiversité peut nous apporter de bon? Ah, ça et ça, donc, conclusion, il faut protéger la biodiversité. Oui. Alors c'est sûr qu'en termes économiques, politiques, etc., il y a beaucoup d'études qui montrent que la biodiversité, c'est des milliards et des centaines de milliards d'économies. S'il fallait le faire de manière artificielle, ce serait infaisable. Mais bon. Donc vous avez ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, donc c'est l'ensemble des produits pour les besoins humains, nourriture, eau, etc., matériaux, ressources médicales, bon bref, j'en passe des vertes et des pas mûres, c'est assez classique. Ah bah oui, ça on imagine bien, qualité de l'air, de l'eau, régulation du climat, maintien de la fertilité des sols, oui, s'il fallait le maintenir artificiellement, la fertilité des sols, ça ne marcherait pas. Prévention de l'érosion, pollinisation, souvent qui est mis en avant. On pourra en reparler de la pollinisation d'ailleurs, et puis on pourra parler de nos amis les abeilles aussi. Les services de soutien, donc le maintien des processus et fonctions des écosystèmes, donc on est un peu en arrière de ce qu'on a vu précédemment, donc par exemple les cycles de nutriments, la photosynthèse, tout ça. Puis vous avez ce qu'on appelle les services culturels. Les bénéfices immatériels, loisirs et tourisme, le bien-être, etc. Globalement, on est mieux dans la nature. Alors ça a été prouvé, il y a beaucoup d'études qui ont porté sur bien-être et santé mentale, qui montrent en gros que, alors c'est souvent ce qu'ils appellent des espaces verts urbains, donc qui sont j'allais dire, de nature très différente, ça peut être une pelouse à une zone un peu arborée, etc. Les gens vous disent systématiquement, on se sent mieux, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est important de se dire. Alors, moi j'aime bien cet axe biodiversité et santé mentale, parce qu'on a beaucoup de problèmes de santé mentale, et on commence à avoir beaucoup d'études justement sur les liens positifs là-dessus, et puis ça reboucle un peu avec notre cadre du début qui était le cadre One Health. Alors, service écosystémique, est-ce qu'il faut avoir une vision utilitariste versus une vision non utilitariste de la biodiversité? Moi j'invite, et je le dis très clairement, à penser au-delà simplement des services. Donc vous avez cette discussion philosophique entre valeur instrumentale de la biodiversité, c'est-à-dire ce qu'elle peut nous apporter, à une valeur intrinsèque, indépendamment du regard humain. Alors je voulais quand même vous parler des initiatives. Alors j'en ai mis 3, après on pourra en discuter un peu plus longuement si vous voulez. Pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est la connaissance et la sensibilisation. Et ça va passer par ce qu'on appelle les atlas de la biodiversité communale. Pour moi, c'est vraiment un premier point, parce que je pense que beaucoup, à la fois d'élus, à la fois de nos concitoyens, ignorent la richesse, en termes de biodiversité, qu'ils ont dans leur commune. Ils ont l'impression qu'ils n'ont que des choses, on va dire, vulgaires, communes, sans intérêt. Or, ce n'est pas le cas. À partir du moment où on part du principe que tout est important, bien entendu. Et c'est vrai que parfois j'ai encadré des étudiants qui ont fait des atlas de la biodiversité communale et qui disaient dans la commune, ils n'imaginaient pas qu'il y avait tout ça. Ben oui, c'est à mon avis le premier point. Un deuxième point qui est intéressant, c'est cette fameuse île du Ramier, là, qui est profondément modifiée, voilà. Là, on est à une échelle où, véritablement, ce qui est intéressant, c'est que on va redonner à la nature une partie du territoire. C'est-à-dire qu'on a une véritable, un arrêt de l'emprise, on a de l'emprise humaine sur un territoire.
Alors après, on peut discuter de certaines modalités, etc. Mais néanmoins, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, on connaît la biodiversité, on peut réaliser des actions, mais il ne faut pas oublier que j'ai rien contre l'échelle communale, j'ai rien contre l'échelle X ou contre l'échelle Y, mais la commune, elle n'est pas toute seule, ou la métropole, elle n'est pas toute seule. Elle ne flotte pas autour de vide. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, vous avez la fameuse confluence Ariège-Garonne. C'est super intéressant. Il y a toute une partie des communes qui n'appartiennent pas à la métropole de Toulouse. Mais ce que vous êtes en train de créer, là, c'est en réalité de réaliser ce qu'on appelle une trame verte et bleue. C'est-à-dire un corridor qui permet les échanges d'organismes le long de la Garonne. Et c'est ça qu'il faut arriver à réaliser. Donc, ça va impliquer, pour les décideurs, de penser à différentes échelles spatiales. Ce n'est pas toujours évident, hein. Ma commune, la communauté de communes, ce qu'il y a à côté, etc., pour créer un ensemble cohérent. Parce que la biodiversité, les limites administratives, c'est vraiment pas son truc, quoi. Donc, cette pensée à la fois locale et qu'on va essayer de décliner à quelque chose de plus global me semble extrêmement intéressant. Intéressante parce que pertinente par rapport à la complexité du problème, tout simplement, hein. Donc, vous avez de la chance, c'est la fin. Interaction, interdépendance, interconnexion, lien, enfin je ne sais pas, c'est ça, c'est vraiment les mots-clés. On fait partie de cette biodiversité, on est aussi ce produit de l'évolution. On n'est pas quelque chose qui est en dehors du processus évolutif. Avoir cette approche multi-échelle, multi-agent, jamais penser uniquement tout seul, mais en lien avec le reste de la nature, hein, c'est-à-dire en gros tenir compte de la complexité. C'est pas toujours évident, hein, c'est plus facile à dire quand vous êtes universitaire qu'à appliquer dans le monde concret. Mais j'ai peut-être le rôle en tant qu'universitaire qui est plus facile. Je mets un bémol, attention à l'artificialisation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de créer une nature qui n'a rien à voir avec la vraie nature. Moi, je suis toujours atterré, je le dis, hein, il y a parfois des mairies qui me disent « on va planter tel ou tel type de végétaux ». Oui, c'est joli les cactus, mais est-ce qu'on est dans quelque chose de... Voilà. De local? Pas du tout. Donc on a parlé d'un problème des espèces envahissantes, ça ne sert à rien d'amener des choses exprès. Donc, ou bien parfois on dit oui, non mais là la rivière, il faut qu'elle coule mieux, on va tout organiser, etc. Et puis on bétonne les berges. Et puis tous les petits oiseaux, tous les petits animaux qui vivaient là, ben, ils n'ont plus leur milieu, si vous voulez. Ça, ce n'est pas véritablement une prise en compte de la complexité de la biodiversité et de sa sauvegarde. Donc pour conclure, j'appellerai quand même une démarche que j'appelle le biomimétisme. Vous savez, le biomimétisme, c'est mimer la nature, hein, essayer de mimer la nature. Mais enfin, on peut mimer la nature avec, sans faire forcément du biomimétisme, juste s'inspirer de quelque chose qu'on voit dans la nature, et puis à côté, on utilise du pétrole, on utilise ceci, on utilise du plastique, qui est tout sauf très écologique. Avoir cette approche biomimétique, justement se dire comment la nature, elle fonctionne, comment nous, en tant qu'écosystème urbain, par exemple, ou périurbain, on peut s'intégrer dans l'écosystème naturel, comment on peut renforcer cet écosystème naturel. Il ne s'agit pas de raser la moitié de Toulouse et de faire des champs hein, ou des forêts, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas l'objectif, mais de se dire quand je fais quelque chose, quand je donne un permis de ceci ou cela, dans le choix des essences pour replanter tel ou tel truc, est-ce que je tiens compte justement de cette complexité de la biodiversité? Voilà, et pour terminer, quelques têtards qui vous remercient, et moi aussi, de votre attention. Et désolé, j'ai été un peu long.
Oui. Alors, en effet, par rapport aux zoonoses, il y a énormément de travaux qui ont été faits, suite, bien entendu, à la pandémie covidienne, mais même avant. Vous avez plusieurs effets. Le premier effet, si vous voulez, dans un écosystème, le problème, c'est quand vous avez un pathogène qui est présent chez un organisme. Comment est-ce qu'il va, en gros, contaminer un autre organisme? C'est très simple. Si vous avez une explosion de la circulation de ce pathogène dans une population, mettons une population de mammifères, vous allez avoir beaucoup de pathogènes, beaucoup de pathogènes, ça circulera beaucoup, etc. Et donc, comme vous avez beaucoup de pathogènes, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un pathogène qui aille infecter une autre espèce, parce qu'il y a un passage, une barrière, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un écosystème qui est bien équilibré, où il y a beaucoup d'espèces, vous n'avez jamais une augmentation très rapide du pathogène. Pourquoi? Parce que le pathogène, s'il doit circuler rapidement au sein d'un écosystème, il faut qu'il contamine plusieurs espèces différentes. S'il n'en contamine qu'une, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution, il est dilué par rapport au reste. Et donc, ça a bien été montré que dans les écosystèmes qui étaient appauvris en biodiversité, le niveau de pathogène était beaucoup plus important parce qu'il y avait très peu d'espèces. Et qui souvent, d'ailleurs, les espèces qui restaient étaient très abondantes. Donc, une même espèce, très abondante, avec beaucoup de pathogènes. Donc, ça passe plus facilement. Après, il y a un deuxième élément, c'est aussi les interactions. Si vous avez un pathogène qui est chez un animal qui ne côtoie jamais l'homme, et que vous dégradez son milieu, que vous mettez à l'exploiter, à le manger ou autre, vous avez plus de chances d'échanger des pathogènes que si vous ne l'avez jamais rencontré. Voilà. Donc il y a deux choses qui sont vraiment importantes. Il y a cet effet dilution qui est dû à une baisse de la biodiversité et qui va permettre une augmentation de la circulation et de la transmission du pathogène au sein de l'écosystème. Et la deuxième chose, c'est la promiscuité entre l'homme et certaines populations qui sont des réservoirs de pathogènes. Exactement comme ce qui s'est passé il y a quelques années chez nous, enfin quelques années, un peu plus que ça, lors du néolithique. On s'est mis à avoir des animaux, avant, les chèvres, les moutons, ils étaient dans la nature, on en tuait de temps en temps, puis c'était permis. Quand on a commencé à réaliser ce qu'on appelait la domestication, à concentrer les animaux, eh bien, on a récupéré des maladies qui étaient chez ces animaux, tout simplement parce qu'on vivait avec eux. Voilà. Et ce qui est quand même intéressant, c'est quand vous regardez les émergences de nouvelles maladies, etc., vous avez une forte augmentation qui est relativement récente, c'est-à-dire c'est depuis les années 70. Mais aussi depuis les années 70, il y a énormément de processus de déforestation. Vous avez une augmentation de la population humaine, beaucoup de modifications du paysage, déforestation, et vous avez quoi? Émergence de nouvelles maladies. C'est lié. Hein. Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. J'aurais une question, parce que j'interviens en conférence aussi, formation, mais de vulgarisation scientifique. Et ce qu'on reprend souvent, et c'est pour ça si c'est à tort, c'est un élément d'un rapport de l'IPBES sur les 5 grandes causes de pression sur la biodiversité, et donc que vous avez présenté. Et on met en avant les pathogènes, en plus de climat, pollution, destruction des habitats et puis espèces exotiques récentes. On met en avant, nous, la surexploitation des ressources. Donc, quand c'est les marins, c'est la pêche, par l'eau. Et vous, ça apparaissait plutôt au niveau 2. Donc, c'est une question par rapport à ça pour justement. Oui, tout à fait. La surexploitation des ressources. Alors, pour les amphibiens, oui, il y a certains. Dans certains pays, oui, hein, c'est certain. Après, c'est pas valable pour tous les groupes taxonomiques. Voilà, mais c'est certain. Le schéma, il était spécifique amphibien. Il était plutôt orienté amphibien, oui, mais pas que. Mais la surexploitation, chez les amphibiens, alors c'est plus localisé, si vous voulez. Je pourrais vous dire.
Chez nous, enfin, quand je dis chez nous, c'est-à-dire en Europe, il n'y a pas véritablement une surexploitation des amphibiens. Par contre, dans certains pays, oui, pour de la nourriture, ou par exemple dans le monde anglo-saxon, en particulier américain, pour des appâts, pour pêcher. Ils vont prélever des animaux dans la nature, ils vont les utiliser, et ça peut entraîner franchement des déséquilibres importants de population. Ça a été montré d'amphibiens. Donc c'est de la surexploitation, oui, tout à fait. Oui. Mais la surexploitation, oui, c'est très bien d'en parler. Hein. C'est vrai que c'est un élément... J'ai supprimé la diapo pour rien vous cacher ce matin. J'aurais pu la laisser. Ah non. Voilà, après, selon les groupes zoologiques ou botaniques, hein, il va y avoir plus ou moins tel ou tel phénomène, processus qui sont plus délétères et d'autres moins, voilà. Donc mais c'est tout à fait juste. Oui, bonsoir. Oui, je vous remercie d'abord pour la lecture transversale que vous avez expliquée tout à l'heure, en précisant que cette science de la biodiversité est récente et qu'il y a peu de données. Néanmoins, vous avez parlé de population, effectivement, il y a une population de chaque espèce. Au-dessus, je sais que c'est l'homme qui a tendance à réguler, modifier, transformer la population en fonction de ses besoins. On dit souvent changer l'environnement de l'homme, change l'homme, mais à la fin, vous avez dit quelque chose qui interpelle, parce que là aussi, ayant la connaissance de cette maïeutique d'espèces ou de systèmes qui fonctionnent dans l'environnement, et à tout ça, on peut varier en fonction des lieux de l'eau, il y a des espèces plus ou moins qui se polarisent dans certaines flottes. L'homme en a besoin, on régule, mais le fait que vous avez dit, que peut-on faire? Là, c'est une question de temps. Quelle initiative que pouvons-nous faire? Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter à faire des meilleures composantes, un meilleur respect des uns des autres? C'est très difficile. Depuis la décentralisation de 1982, le local est devenu majeur, pas une décision. Mais faire local, c'est penser global. Donc c'est le système de localisation qui devait être mis en place. C'est-à-dire le local qui est le point à proximité devrait pouvoir prendre en mesure de prendre l'initiative au niveau supracommunal. C'est là la problématique. Pour trouver une régulation en fonction des régions afin de faire mettre plus d'harmonie dans les déséquilibres qui existent. Je ne sais pas si vous avez bien comprendre. Si. Mais il y a un problème important, c'est que pour les besoins, d'abord, on n'est pas cultivé à connaître tous ces milieux parce qu'on a tellement de besoins dans l'immédiateté, la technologie fait qu'on crée partout, qu'on bouge les systèmes. Il y a des équilibres, une vraie problématique. Et il n'y a vraiment pas encore de système, de moyens mis en place pour qu'il y ait le respect du milieu des uns des autres. Parce que nous avons besoin, plus ou moins des uns des autres, comment faire pour de l'harmonie dans ce désordre des besoins des uns des autres. Voilà, ça c'est. Non, mais vous avez raison, il y a un problème d'articulation. Parce que la biodiversité, c'est pas simplement au niveau local ou au niveau plus global, c'est vraiment articuler ces différents niveaux. Alors qu'est-ce qui marche le mieux? On peut se poser en termes d'efficience, est-ce que c'est les choses qui viennent d'en haut, qui nous sont imposées, qui vont nous aider à bouger, ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt des initiatives qui viennent d'en bas et puis qui vont percoler, etc. J'ai pas forcément la réponse, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de ne pas cloisonner les différents niveaux et de toujours se dire, ok, ce que je fais là, ça aura forcément un impact à côté. Et eh bien, justement, c'est d'essayer de mesurer, d'estimer ces différents impacts et de les articuler les uns avec les autres, à différentes échelles spatiales.
ça c'est certain. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Une fois que le constat, il y a beaucoup d'études de plus en plus poussées qui sont menées, est-ce que vous aurez un conseil, un message à faire passer un peu aux élus, parce que c'est quand même de là que viendront la plupart des décisions, je pense. Un constat, même sur une actualité ou quoi, quelque chose qui peut changer ici en majeur, parce que beaucoup d'études sont faites, mais pas d'action comme ça. Alors oui, vous avez raison, beaucoup d'études sont faites. Après, je pense qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire que nous, universitaires ou scientifiques, on est un peu, je vais caricaturer, alors mes collègues ne vont pas tous se retrouver dans mes propos, dans notre tour d'ivoire, ou parfois d'ailleurs, ce n'est pas forcément nous qui restons, on vient nous demander quelque chose. Moi, ça m'est arrivé, hein, on m'a dit « il faut participer, il va y avoir tel aménagement, machin ». Tu viens à une réunion, tu prends 10 minutes la parole, puis tu attends qu'on te réinvite à la réunion suivante parce que pour toi, on est sur quelque chose de long terme. Puis tu apprends que la réunion suivante, elle a eu lieu et que non, on n'avait pas besoin de toi. En tant qu'écologue, tu avais parlé une fois, c'est bon, merci. Alors, on est content parce qu'on se dit « tiens, ça va me laisser du temps pour faire autre chose ». Mais comment être dans un système où il faut intégrer la complexité, et que cette complexité, je suis désolé, c'est ni moi en tant que scientifique tout seul, ni l'élu en tant qu'élu tout seul, qui va pouvoir l'intégrer. Et il faut absolument qu'on travaille de manière, j'allais dire, communautaire, main dans la main, etc. Et je crois malheureusement que c'est quelque chose, c'est pas dans notre façon de faire. Ou alors c'est de façon, j'allais dire, anecdotique. Comme caution scientifique, comme ceci, comme cela. J'ai jamais entendu des collègues qui me disent « Ah ben sur tel projet, on a été associé de A à Z en tant qu'école ». Alors, on n'a pas toutes les réponses, hein. Il y a aussi des aspects socio-économiques qui sont importants. Mais quand vous voyez, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les aspects pluridisciplinaires, parfois, moi je me dis « Mais il y a zéro pluridisciplinarité ». La pluridisciplinarité est affichée, si vous voulez, mais dans le réel, c'est les mêmes cénacles qui fonctionnent entre eux. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et parfois, vous avez des élus qui vous posent des questions, vous dites « Ah ben c'est intéressant », et puis il n'y a jamais, enfin il n'y a jamais, il ne faut pas exagérer, mais il n'y a pas forcément de suite parce que, voilà. Pour moi, il y a vraiment un travail communautaire à réaliser avec les différents acteurs. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver, parce que tout seul, on n'a pas, le scientifique n'a pas tous les leviers, comme l'élu, l'administratif, le gestionnaire n'a pas tous les leviers non plus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour moi, c'est vraiment important de travailler en commun. Bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport à la capacité de récupération de la biodiversité. Parce que, par exemple, on a vu pendant le Covid, en 2020, l'humanité s'est arrêtée 2 mois. Et je ne sais plus exactement de combien de temps le jour du dépassement a été repoussé. Enfin, moi, j'avais rencontré un ami d'enfance qui dit « Oh, bah, finalement, la nature, ça ne va pas si mal que ça, puisque les oiseaux sont revenus. Il y a des biches dans les villes. Bref, c'était une observation assez simpliste et terre à terre de la situation, alors que moi j'étais catastrophé dans ce cas-là. Mais voilà, donc, par rapport justement à cette capacité de récupération de la biodiversité. Alors ça c'est très intéressant et c'est vraiment un point à développer. Comme je vous ai dit, on a un pied dans le vide. On n'a pas encore les deux. Le problème, c'est que là, alors, on est à la veille de l'extinction. Alors, c'est vrai, il y a certaines espèces qui ont disparu, un peu plus que d'habitude. Il y a un taux naturel d'extinction, indépendamment de la présence de l'espèce humaine, on est bien d'accord. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des populations ou des espèces qui étaient vraiment dans un état désastreux. Je pense en particulier à des espèces endémiques, donc qui sont souvent circonscrites sur des zones géographiques relativement restreintes,
qui étaient dans des situations où il restait, par exemple, chez des oiseaux, le cresserelle de l'île Maurice, quelques couples. Certains auteurs disent que même il restait probablement simplement 2 ou 4 couples à l'échelle de la population, si vous voulez. C'est pas beaucoup. Et néanmoins, lorsqu'il y a eu des actions qui ont été menées, ça a permis de restaurer ces populations-là. Par contre, là où je suis extrêmement méfiant, c'est de dire tout va bien, on peut continuer et puis ça reviendra. Non, parce qu'à un moment, on va passer, on va tomber dans le précipice et on en est vraiment pas loin. Donc reculer en disant oui, non, mais tu vois, là, la nature, elle revient, c'est formidable, il ne faut pas stresser, etc. Oui, elle revient parce que, ok, nos populations sont en déclin, mais à force de décliner, elles vont disparaître. Et quand elles ont disparu, exactement. Alors, attention, parce que vous avez un courant, je vous rappelle, qui prend de l'ampleur aujourd'hui et qui, à mon avis, est à surveiller, c'est le courant de la dé-extinction, qui nous explique qu'on va pouvoir refaire du mammouth, qu'on va pouvoir refaire du néandertal, parce que avec les acquis aujourd'hui de la biologie moléculaire, de la biologie synthétique, il suffit d'avoir de l'ADN et puis pas de problème. Ben non, même si on fait du mammouth, je veux dire, ces visions techno-solutionnistes sont aberrantes parce que ce qu'on détruit quand on fait disparaître une espèce, ce n'est pas simplement l'espèce, c'est l'écosystème dans lequel elle est aussi, à terme. Donc en effet, c'est pour faire des animaux type Jurassic Park. Pourquoi, enfin j'allais dire pourquoi pas, non, je ne suis pas pour, mais on est dans l'anecdotique. On ne va pas restaurer la biodiversité avec Jurassic Park. Voilà. Mais néanmoins, ce courant techno-solutionniste, avec cette idée de dé-extinction, aujourd'hui, ils mettent des millions, des centaines de millions de dollars sur la table. Voilà. Et donc, il y a un discours qui est de dire, mais de toute façon, pourvu qu'on ait un petit peu de tissu de tous les animaux, c'est un petit côté Arche de Noé, hein, si vous voulez. Après, on pourra faire recréer la diversité. Enfin bon, non. On recrée une diversité. On est typiquement dans un processus-là d'artificialisation du monde, à la mesure de l'homme. Je souhaitais vous demander votre avis sur 2 points. Il y aurait beaucoup d'autres choses à vous demander, tellement le sujet est passionnant. Vous avez abordé, monsieur aussi, la problématique de la surexploitation des ressources par l'homme, de la surexploitation des ressources naturelles. Et j'aurais voulu connaître votre point de vue sur la ressource qui est l'espace et le lien fait avec la réglementation du zéro artificialisation net qui, par certains, est remis en cause actuellement. Donc j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il faut être hyper vigilant à ne pas faire de retour en arrière et à garder les ambitions initiales du zéro artificialisation net? Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et ensuite, une autre question. Vous avez indiqué qu'il y a des endroits sur Toulouse Métropole où on essaie de renaturer, mais j'aurais voulu avoir votre point de vue pour savoir si vous faites une différence entre une renaturation avec des sols vivants, c'est-à-dire des vrais sols fonctionnels, et qui sont pour l'instant pour beaucoup du monde vivant inconnu, parce que vous avez cité beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans un sol vivant. Or, on constate à Toulouse Métropole, par exemple, j'ai en tête, parce que j'y passe tous les jours quand je vais travailler, la rue de Metz, où des fosses ont été mises en place, et avec une technologie spécifique, il est expliqué qu'on peut planter des arbres dans un sol qui est plutôt artificiel et surtout dans un volume hyper réduit. Et on ne peut pas dire que c'est une renaturation que de planter des arbres dans ce type de fosse, en plus en plein milieu complètement minéral. Donc sur ces 2 éléments qui sont en lien direct avec ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur notre territoire, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on va commencer par la deuxième et on reviendra sur la zéro artificialisation nette après. Il y a eu des études qui sont assez intéressantes concernant justement la restauration de sols urbains, même en utilisant des éléments de démolition, etc., qui ont donné des résultats assez intéressants. Donc là aussi, j'ai parlé vraiment en termes de scientifiques. Je ne suis pas forcément spécialiste de la faune du sol, même si je fais quelques TP au futur CAPES de SVT là-dessus. Il y a quand même une grande capacité d'adaptation des organismes. Après, il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont faites, pour lesquelles, à mon avis, on manque de recul. C'est-à-dire que sur le papier, ça paraît très beau, on a pris un certain nombre de garde-fous, on a pu analyser un certain nombre de choses, et c'est peut-être un reproche que je ferais, c'est que souvent, on lance des initiatives qui peuvent paraître excellentes sur le papier, qui sont bien menées, et puis on oublie quelque chose qui est le suivi à long terme. Alors je vais vous prendre un exemple, les crapauducs. Les Allemands, à une époque, faisaient du crapauduc comme vous faites, je ne sais pas, comme on fait des ronds-points en France. Donc c'est vous dire si on faisait du crapauduc. Et puis ils se sont rendus compte que l'efficacité du crapauduc pour les amphibiens, c'est-à-dire le passage dans les deux sens des adultes puis des juvéniles, était loin d'être garantie pour plein de raisons. Et que parfois, il était mieux de boucher une mare et de la recreuser de l'autre côté de l'autoroute, plutôt que de faire un crapauduc qui, de toute façon, ne va pas être utilisé. Mais ça, on ne le sait que en le faisant. Parce qu'a priori, c'est quelque chose, il a fallu presque 30 ans pour qu'on s'en rende compte. Donc moi, je pense que ces solutions qu'on a à un temps T qui paraissent excellentes et qui sont peut-être excellentes, on en aura confirmation. C'est très simple, hein. On fait un état initial, on regarde au bout d'une année, on regarde au bout de 2 années, on regarde au bout de 10 ans, on voit ce qu'il en est, etc. Et on s'aperçoit, est-ce que ça marche? Est-ce qu'en effet, dans une fosse de tant de mètres cubes, ça permet, quand on voit la vie parfois où elle s'accroche en montagne, etc., des arbres qui poussent sur des rochers avec une litière qui fait 1 mm, etc., vous vous dites, il y a quand même des... Mais après, il faut aussi se poser la question, sur tel type de sol qui est un peu dégradé, est-ce que toute essence d'arbre peut tout simplement se développer correctement. Et ça, et vivre. Non, mais exactement. Et ça, je ne suis pas toujours persuadé qu'on ait le recul là-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux entre villes, etc. Donc, on teste quelque chose à Stockholm qui peut être repris après à Barcelone ou à Toulouse, bien qu'on est bien d'accord que pas tout à fait le même climat. Mais ça, je crois beaucoup à ces retours d'expérience. Pour ce qui concerne l'artificialisation, oui, je pense qu'il ne faut pas trop... zéro artificialisation nette. Après, je pense que marginalement, on peut se donner une petite marge d'appréciation dans des cas un peu particuliers, mais pas de remise en cause systématique et globale. Sinon, en fin de compte, quelque part, j'allais dire, c'est une certaine paresse. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter les problèmes et de réfléchir en rajoutant une contrainte, on se dit oui, on verra plus tard et on repousse un peu. Ça peut être intéressant de maintenir des contraintes tout en se disant j'ai quand même une marge de 3% ou de 1%, je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir ceci ou cela. Moi, ça me gêne toujours quand parfois certaines villes vous disent oui, non, mais on va densifier parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, en centre-ville, il y avait des espaces verts. On va construire ces espaces verts et puis derrière, vous dites mais l'espace vert, ils disent non, mais vous inquiétez pas, on va construire le stade plus loin. Oui, mais le stade que vous construisez plus loin, ok, il est hors de la ville, mais il est dans des zones qui n'étaient pas artificialisées à l'heure actuelle. Donc vous voyez, il y a parfois ces incohérences
ah oui, on va densifier ici parce que la ville, après avec les problèmes de densification, je ne suis pas un obsédé de la densification urbaine, hein. Je pense que surtout avec le réchauffement climatique, plus il y aura des trouées vertes ou bleues dans les villes, moins les gens mourront de chaud. Que les choses soient bien claires. Quand on voit les différences de température qu'on peut avoir en mettant 10 arbres, voilà, enfin 10 arbres, pas que 10 arbres, mais des bosquets, etc., dans des zones, je me dis que super densifié, c'est pas fort. Alors, c'est sûr que les centres historiques, on va pas raser la moitié du Capitole, la place du Capitole, pour faire une forêt, on est bien d'accord. Mais dans le reste, il faut penser à ça. Moi, je pense que vous avez raison. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir à rebâtir la ville sur elle-même, c'est-à-dire les endroits qui sont déjà dégradés, déjà artificialisés, les utiliser, et puis aussi avoir en tête, puisque vous interpellez les fonctionnaires et les politiques, que le temps de la nature, ce n'est pas le temps politique. Un mandat, ça fait quelques années. Un arbre, pour devenir comme nos arbres, parfois centenaires, il faut 100 ans ou plusieurs décennies. Pour avoir un milieu ou un sol qui se reconstitue, là aussi, ça se compte sur des temps qui ne sont pas ceux des politiques. Et je crois très sincèrement qu'il faudrait accepter que le vivant n'est pas la variable d'ajustement et que, à l'identique du patrimoine bâti, on sanctuarise un petit peu le patrimoine naturel. Mais le vivant ne vote pas. Ah. Quand on fera voter les nématodes, peut-être qu'on aura des... Non, mais c'est difficile. Après, je ne jette pas forcément la pierre aux politiques ou aux fonctionnaires, dans le sens qu'il n'y a pas forcément une formation derrière en écologie scientifique. Et qu'en effet, on est sur des temporalités, on est sur des espaces qui ne sont pas ni les temporalités, ni les espaces administratifs ou électifs. J'aimerais bien vous revenir sur le biomimétisme, parce que vous avez fait référence, mais je vais passer vite, et on voit bien aujourd'hui dans la politique d'aménagement se développer cette référence au biomimétisme. Donc est-ce que vous pourriez développer, donner un ou deux exemples de démarches dans l'aménagement qui s'inspirent effectivement du biomimétisme, c'est-à-dire illustrer ce recours au biomimétisme. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est qu'en fin de compte, la nature, depuis 3 milliards d'années, elle explore plein de solutions et elle va retenir les meilleures solutions. Alors, là-dessus, on est... Donc, on aurait peut-être intérêt à davantage observer ce qui est fait par la nature pour résoudre des problèmes X ou Y. Je vais prendre des exemples, enfin un exemple parce qu'on le fait au niveau de l'université. On filtre l'eau, les eaux noires d'un bâtiment. Alors, on a un début de l'expérience. Alors, classiquement, aujourd'hui, quand on vous dit on va filtrer de manière naturelle les eaux, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des végétaux. Dans les systèmes de filtration naturelle, c'est tout simplement les rives d'une rivière, c'est un système de filtration naturelle. Alors vous allez me dire, il y a une partie de l'eau qui arrive directement dans la rivière, mais il y a toute une partie qui va traverser le sol, etc., la couche de végétation, le sol, et qui va arriver dans la rivière. Est-ce que dans votre rive, par exemple, de votre rivière, il n'y a que des plantes? Ben non. Il y a plein d'organismes, en particulier des vers, qui vont participer à cette filtration de l'eau. Donc l'idée, si vous voulez, c'est dans ce cas-là, donc les collègues ont créé une structure où ils vont essayer de se rapprocher le plus possible de la structure naturelle. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les premiers résultats, vous imaginez, vous mettez à côté d'un bâtiment où il y a des amphis, etc., et vous dites, au pied de ce bâtiment, vous allez avoir l'équivalent d'un sixième de cette pièce, on va filtrer les eaux des chiottes, pour parler clairement.
comment vous voyez l'acceptabilité des personnes qui sont dans le bâtiment? Tout le monde se met à pousser des cris d'orfraie, à dire mais c'est n'importe quoi, mais arrêtez vos délires, etc. Et, chose intéressante, vous allez vous promener été comme hiver à côté de ce truc, vous n'avez aucune odeur. Vous n'avez aucun moustique. Pourtant, toutes les 20 minutes, je crois, il y a de l'eau qui se déverse dans ce... Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont amusés à faire des compartiments. Un compartiment, j'allais dire classique, c'est-à-dire simplement de la terre, enfin du sédiment, mais sans animaux particuliers, sans vers de terre en l'occurrence, avec des plantes, ben, l'eau, pour disparaître une fois qu'elle est vidée, ça met beaucoup de temps. Lorsque vous mettez des vers de terre, ce qui se passe dans la nature, voilà, ben votre eau, vous la voyez, ben il n'y a plus d'eau. Elle est en train de se filtrer. Et c'est en ça que je dis que le biomimétisme est intéressant, parce qu'on a parfois fait le choix de simplifier des systèmes qui sont complexes, et de considérer que parce qu'on prend un ou deux compartiments de ce système, on a reproduit, on dit « Ah ben c'est bien, ça fonctionne bien, etc. » Mais on s'aperçoit que plus on rajoute de compartiments, c'est-à-dire plus on rajoute de la biodiversité, plus le système est efficient. Et là, l'objectif maintenant, c'est de tester les molécules à l'entrée. Des gens qui prennent du paracétamol, etc., ben ça passe dans les toilettes, une partie du paracétamol, et voir ce qu'il en ressort derrière. Est-ce que ce paracétamol, par exemple, disparaît, est dégradé ou pas? Vous voyez? Et pour moi, c'est ça une approche avec du biomimétisme. C'est vraiment essayer d'utiliser, eh bien, en fin de compte, l'ingénierie de la nature. Vous avez évoqué des solutions, des technosolutionnistes. Ce qui me bluffe, c'est que ça, c'est que les gens qui font des études assez exceptionnelles, qui savent utiliser les ciseaux moléculaires, n'arrivent pas à comprendre votre discours et ceux des autres personnes qui alertent sur les mentales. Je pense à ici, je pense à Philippe Lewis, parfois Kélia, comment ça se fait des gens qui ont des parcours universitaires si brillants n'arrivent pas à comprendre ça? Deuxième question, il y a un dénominateur commun à ce désordre environnemental, parce qu'on a parlé tout à l'heure du déplacement, on fera encore pour juillet ou c'est lié à la population humaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut enfin mettre les pieds dans le plat et aborder le sujet? La population humaine a beaucoup cru sur l'espace financier. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose à ce niveau-là? Alors, pour la première question, je crois qu'il ne faut pas surestimer les scientifiques ou les universitaires dans le fait qu'ils soient forcément raisonnables. Je pense que chez beaucoup, il y a c'est peut-être trivial de le dire, mais il y a ce mythe du progrès. La technique et la science vont tout résoudre. Et ils y croient honnêtement, sans compter les intérêts financiers derrière. Puis il y a le côté challenge. Réussir à ressusciter une espèce disparue. Voilà. Après, pour la deuxième... Oui. Oui, mais c'est toute la géo-ingénierie. Voilà, mais... moi, je ne l'explique pas forcément. Hein. Mais c'est vrai que, alors, j'allais dire dans nos communautés toulousaines, non, il n'y a pas de technosolutionnistes, mais dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et ailleurs, oui, il y en a beaucoup qui... Juste une chose, c'est que les fonds d'État, on va dire, qui ont subventionné l'hyper Oui, oui, non, mais oui. Voilà. Et après, la deuxième question, c'était quoi? La problématique de la population humaine. Alors, la problématique de la population humaine, nous sommes une espèce envahissante qui avons une capacité de modifier
notre espace qui est sans commune mesure avec les autres organismes. Donc on construit une niche, hein, qui nous est, entre guillemets, on est vraiment des constructeurs de niches, qui affectent donc l'ensemble de la diversité. Je serais peut-être un peu moins... la population humaine, je veux dire, elle est encore en expansion, mais on sait bien que cette expansion, elle se ralentit beaucoup plus vite que ce qu'on considérait auparavant. Après, pour moi, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément le courage d'aborder, c'est celui de la sobriété. Est-ce qu'on a besoin de changer son iPhone tous les 2 ans? Est-ce que tout le monde doit avoir le dernier iPhone systématiquement? C'est souvent une discussion qu'on a avec les étudiants. Beaucoup vous disent « Ah, mais c'est horrible, monsieur, ce qui se passe, on n'a pas de futur, etc. » Et quand vous abordez certaines thématiques liées aux équipements, type cet objet, ah oui, non, mais je ne peux pas sans le dernier truc. Puis il prend tellement de belles photos. Oui, mais si vous voulez, globalement, je crois que le précédent, il prenait à peu près les mêmes photos, quoi. Vous ayez 1 milliard de pixels ou 500 millions, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, si vous voulez. Donc, pour moi, la population humaine est en train de... il y a une véritable inflexion. Donc, la taille va continuer à augmenter, mais de moins en moins vite, et après, on va être normalement en régression démographique. Espérons que ce ne soit pas trop tard. Et surtout, il faut envisager la sobriété. Quand on voit quand même qui consomme le plus de produits ou de ressources, on peut se dire qu'on pourrait en consommer quand même largement moins sans être malheureux. Mais ça, c'est difficile à faire passer puisque de toute façon, on est quand même encore dans un mythe de progrès et de croissance. Tout le monde a l'impression que changer son smartphone tous les 2 ans, c'est bon pour la croissance. Mais on n'intègre pas la croissance. Vous voyez, on n'intègre pas, on ne fait pas coût-bénéfice. En partie, oui. Et puis aussi parce qu'il y a un effet que les gens veulent toujours plus. Voilà. Donc, voilà. Du coup, on dit que c'est la dernière question. Très bien. Juste un apport, vous pouvez regarder l'équation de Kaya, le professeur Kaya, qui fait ce travail sur la population versus consommation sur le sujet CO2. Moi, j'avais une question, parce qu'on me pose souvent cette question quand je suis en intervention, que je suis pas embêté pour répondre. Comment, en termes de biodiversité, les scientifiques, je sais que c'est des stats, etc., mais comment, pour expliquer à, on va dire, un élève de CM2, ou au début, souvent c'est... Voilà. C'est le même background, on va dire. Ou l'ingénieur d'ailleurs, parce que je suis ingénieur, souvent il nous faut... Voilà. Simplement, comment on arrive à expliquer les espèces qu'on connaît de celles qu'on ne connaît pas, et les biomasses estimées, parce que si on ne les connaît pas, quand on dit qu'il y a la moitié des espèces de je ne sais plus quel groupe qui sont à découvrir, et donc c'est telle biomasse. Oui, alors non, c'est tout simplement des estimations. En gros, on se base sur les découvertes qu'on fait sur un pas de temps, et après on se dit, bon ben si en 3 ans on a découvert ça, très probablement on extrapole, c'est des extrapolations qui sont... Alors après, c'est assez amusant, c'est-à-dire que quand vous regardez selon les méthodes d'extrapolation, vous pouvez avoir des valeurs extrêmement différentes, quoi. Disons que de toute façon, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'une grande part de la biodiversité reste inconnue ou très mal connue. Alors après, est-ce qu'il nous manque 7 millions d'insectes ou simplement 5 millions? C'est quand même, voilà. Il y a des groupes qui sont bien connus pour lesquels, ben voilà, on n'a pas trop de nouvelles espèces. Et puis, il y a des groupes, chaque fois qu'on fait une étude, on découvre 50, 100, 200 nouveaux taxons. Voilà. Et après, le problème aussi, c'est qu'on a très peu de personnes
qui s'attachent, de taxonomistes, de systématiciens, qui s'attachent à travailler sur ces... Vous voyez, on parle de la biodiversité, qu'il faut mesurer la biodiversité, etc. Mais on a de moins en moins de gens qui sont capables de mesurer cette biodiversité. Voilà. Eh bien, écoute. On va s'arrêter là. Pour rappeler, donc on a notre prochaine conférence, on a deux conférences qui ont lieu en juin. Une sur les risques de crue inondation le 16 juin, ici dans la même salle, à 18h aussi. Et une table ronde sur les réseaux de chaleur le 26 juin, 18h dans cette salle aussi. Voilà, si ces dates-là vous intéressent, vous pouvez les noter. Et sinon, bonne soirée et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Bonne soirée et grand merci pour votre patience.